quand moi j'ai écrit le livre L'économie bleue, en 2009, je n'ai pas du tout réfléchi à la nécessité d'avoir des principes de l'économie bleue. Parce que je suis parti de la pratique, je suis parti des cas concrets, je suis parti des exemples que j'ai vécus et que j'avais pu monter. Et alors, c'est seulement 10 ans après que les gens, comme ils souhaitent toujours suivre un menu, me demandaient quand même quels sont les principes de l'économie bleue. Je dis non, je vous propose la pratique de l'économie bleue, pas du tout les principes. La pratique, c'est ce que vous voyez. Mais j'ai très bien ressenti qu'il y avait une grande nécessité des gens de pouvoir structurer dans leur tête, avec une sorte de petit cahier de référence, quels sont alors les projets qui sont les projets de l'économie bleue à la Günther Pauli. Parce que, bien entendu, l'économie bleue qui est devenue si connue avait ses propositions de la Banque mondiale, de la Banque européenne d'investissement, de l'UNESCO, et tout le monde avait un peu mis sa propre sauce sur l'économie bleue. Alors il revenait vraiment à l'auteur de l'origine du concept de mettre un peu de l'ordre, parce que quand j'ai vu que quand même on proposait que l'économie bleue ce n'est que l'océan, je suis désolé, c'est beaucoup plus que l'océan. Et c'est dans cette logique-là que j'ai repris les 4 éditions de l'économie bleue que j'avais déjà refait, c'est-à-dire 2009, l'édition originale américaine, l'édition que j'ai faite pour l'Afrique du Sud, l'édition que j'ai faite en Australie, l'édition que j'ai faite en Inde, et enfin, je suis arrivé à remettre de l'ordre dans tous ces livres pour dire il faut que je termine avec un chapitre sur les principes de l'économie bleue. Alors, dans cette nouvelle édition française, j'ai alors intégré les principes de l'économie bleue qui me permettent de présenter quand même des concepts assez clairs et assez surprenant sur ce que nous appelons alors les grands caractéristiques de cette économie. Les principes de l'économie bleue ont été subdivisés en 3 volets. Le premier volet, c'est « Inspirez-vous de la nature ». Mais la deuxième, c'est assez chatouillant pour ceux qui savent se mettre dans le management parce que c'est « Changer les règles du jeu ». Eh bien, si vous suivez les règles du jeu, eh bien, vous ne faites jamais l'économie bleue. Le troisième principe est quand même aussi important pour moi, le troisième volet est aussi important parce que c'est vivre sur son territoire. Je ne suis pas anti-globaliste, mais je constate que la globalisation n'a pas réussi à répondre aux tout besoins de tout le monde tout le temps, et c'est la raison pour laquelle j'ai fait une revision des principes quand même de l'économie bleue, assez bien inspirée dans la nature, que vous devez vivre sur votre territoire. Et je crois que le premier, c'est évidemment de dire l'économie bleue s'inspire dans la nature. Il n'y a rien d'autre qui compte. Si nous inspirons quand même notre économie, qui est notre façon de vivre, dans l'intelligence artificielle, on donne des modèles financiers. Quelle vie est-ce qu'on va avoir encore aujourd'hui et dans le futur? C'est pour ça que pour moi, le premier principe que j'impose à tout ce qui est économie bleue, eh bien, c'est que vous vous inspirez dans la nature. Au lieu d'essayer de vous inspirer dans tout ce qu'on vous raconte aujourd'hui, je crois qu'on devrait quand même redécouvrir les merveilleuses solutions que la nature nous a produites à travers de ces milliards d'années et malheureusement que nous n'avons jamais observé. Et c'est dans cette opportunité d'observer ce qui se passe dans la nature que nous dépassons la logique de l'être humain et c'est là où nous trouverons l'innovation, la créativité, par découverte des surprises. La surprise que j'explique par exemple dans mes fables, est-ce que la pomme peut-elle voler? C'est simple que nous, en tant qu'humains, on s'est toujours préoccupé de la loi de la gravité, mais à la fin de la journée, n'est-il pas beaucoup plus fascinant de se concentrer sur le fait que la pomme est capable de monter
contre la loi de gravité avant de se soumettre. Et c'est cette inspiration en observant ce qui fonctionne dans la nature qui nous permet de quand même innover nos modèles économiques. Et cette inspiration de la nature est exactement ce qui m'a amené à faire le dessin et le développement d'une pédagogie des fables, parce que en s'inspirant de tout ce qu'on observe dans la nature, il est impossible de ne pas être fasciné par la beauté et le pragmatisme et l'efficacité que nous retrouvons dans cette nature. Économie bleue, c'est s'inspirer en premier lieu dans la nature. Et je crois que c'est à travers des 100 cas qui sont développés dans le livre L'économie bleue, on retrouve toujours des nouveaux concepts, des nouvelles solutions. Prenons le cas de la couleur. Quand même, la majorité des couleurs que nous observons dans la nature ne sont pas du tout des pigments. Ce sont des réfractions de la lumière. Nous, en tant qu'industriels, économistes, producteurs des vêtements, des voitures, des moquettes, même des chaises et des fauteuils, on rajoute toujours une couleur, mais cette couleur est synthétique. La nature ne sait pas faire des couleurs synthétiques. Et nous devons nous rendre compte, si nous souhaitons avoir un monde durable, il faut que nous ayons des couleurs qui ne sont pas synthétique et pour toujours, parce que tout ce qui est pour toujours dans la nature restera dans la nature comme une toxine. Nous avons très bien compris que la nature ne souhaite pas avoir des toxines. La nature va toujours produire des toxines qui ont une force de frappe à très courte durée, mais à longue durée, toutes les toxines que produit la nature seront dégradées, entre autres par les rayons ultraviolets qui permettent de faire la destruction de toutes les molécules. Et je crois que la réponse de la nature a toujours été de produire des molécules qui permettent d'avoir une fonctionnalité qui surprend. Nous savons très bien que le colibri, cet oiseau avec ses couleurs si brillantes, eh bien, n'a pas de pigments. Mais les couleurs sont permanentes parce qu'ils sont la réfraction de la lumière. Et quand vous faites la réfraction de la lumière, eh bien, elle est là pour toujours. Tandis que dans la nature, si vous avez une couleur qui est synthétique, c'est-à-dire qui est le produit d'une réaction chimique, eh bien nous avons une instabilité parce que toutes ces molécules vont toujours dégrader. La beauté de la nature, c'est que la réfraction de la lumière est faite avec la chitine, c'est-à-dire c'est avec le même produit que sont faits nos ongles. c'est le plus durable qu'on connaît. Et je crois que si on fait l'analyse de tous les produits de base dont nous avons besoin, de toutes les fonctionnalités que nous cherchons, eh bien dans la nature, nous trouvons toujours une inspiration. La nature a très bien compris que de temps en temps on a besoin des pesticides. Alors la nature a développé à un très grand coût énergétique, a développé la molécule la plus complexe peut-être qui existe, c'est la caféine. La caféine à la fin de la journée n'était pas pour vous donner l'énergie le matin. La caféine au début est une molécule qui fut construite pour fonctionner comme une pesticide. Et très vite, les insectes ont compris que quand on mange thé ou café avec caféine, on aurait des problèmes de stabilité neurale, et c'est la raison pour laquelle cette molécule a été quand même devinée pour rendre clair à tous ces insectes qui aimeraient bien manger le grain de café ou la feuille de thé, de bien se limiter de le manger, et ça c'est la base de ce grand développement. Dans la nature, on a toujours besoin de coller quelque chose, et alors le colle fut développé et aussi bien pour les plantes que pour les animaux. Pour les plantes, la lignine, nous avons la lignine qui va rassurer que toutes les celluloses se maintiennent, mais on colle avec une si grande intelligence que même les nutriments peuvent encore couler entre les différentes molécules pour que, avec une force capillaire, tous les jus peuvent circuler dans le bois. Je crois que nous devons quand même nous rendre compte que dans la nature, eh bien, nous avons toutes les solutions pour tous les problèmes
que nous, on peut s'imaginer. Alors, j'ai regroupé les différents principes qui sont à la base du développement de l'économie bleue. Et le premier grand volet de ces principes, c'est évidemment de s'inspirer dans la nature. Et dans cette inspiration de la nature, la première que je touche, c'est quand même cette prévalence, cette priorité que donne la nature d'utiliser les forces de la physique, les principes de la physique, les lois de la physique. Parce que dans les lois de la physique, vous ne devez plus rien faire. Vous utilisez la force de la Lune, vous utilisez les forces entre les planètes, vous utilisez toutes les forces qui existent, magnétiques, nucléaires, vous utilisez les forces existantes afin que tout tourne comme on pourrait le faire tourner, avec le moindre d'effort qu'il faut faire afin que vous atteigniez vos buts. Les lois de la physique doivent toujours être à la base de tout dessin, de tout ce que vous faites. Je me rappelle très bien ce concept de l'air conditionné. L'air conditionné, comment est-il possible qu'on va refroidir l'air et qu'on va le faire monter dans un bâtiment de 40 étages contre les lois de la physique? Parce que l'air froid descend toujours, est toujours à la base. Et comment est-il possible qu'on va alors chauffer avec l'air chaud et qu'on met le chauffage à une certaine hauteur? Ça doit venir du sol, comme il y en a qui l'ont développé. Mais tout doit être basé sur les lois de la physique. C'est quelque chose, une air qui est chaude monte, une air qui est froide descend. Alors ne faisons pas des efforts pour aller contre les lois de la physique, parce que ça veut dire que vous allez nécessiter beaucoup plus d'énergie pour atteindre le même but. C'est dans cette logique-là que la force, par exemple, des termites, de toujours maintenir la même température dans leur nid, c'est parce qu'ils jouent avec la différence des températures. Ils jouent avec les différences de pression. Et quand vous savez, vous apprendriez comment jouer avec différence de température, eh bien, vous pouvez avoir un immeuble qui a l'air fraîche tout le temps, et même vous avez l'environnement qui est parfaitement à votre aise. C'est la même logique qu'on a appliquée dans le cas de Las Gaviotas. À Gaviotas, on dit « mais quel beau projet biologique vous avez fait, vous avez fait renaître la nature, vous avez fait renaître la biodiversité ». Mais attention, nous avons utilisé les lois de la physique pour permettre que la nature renaisse, parce que la forêt tropicale humide qui renaît, c'est une forêt qui a l'occasion de faire percoler, bien entendu, la pluie dans le sol et qui reprend tout ce qui a été digéré par les bactéries et par les vers de terre et de le remettre dans cette terre afin que cette terre redevienne une terre fertile qui accumule tout le temps plus en plus d'humus pour faire cette couche végétale qui permet la vie de naître. Mais quelle est la force que nous avons développée pour avoir cette fertilité de cette terre? C'était de comprendre que quand vous avez une terre qui est exposée au soleil, cette terre va être trop chaude et c'est la température de la terre qui ne permet plus que l'eau qui coule, c'est l'eau de la pluie qui coule, qui pénètre. On a fait l'effet de la poêle, c'est-à-dire que vous avez une poêle qui est très chaude, vous mettez de l'eau ou de l'huile là-dedans, ça éclate. C'est exactement ce qui passe avec toutes les initiatives qu'on a tenté de faire pour faire renaître la nature dans des zones désarborisées. C'est dans ces zones, il faut avoir surtout l'effet de l'ombre, parce que quand vous êtes capable de générer l'ombre, vous renversez la différence de température et la température de la terre sera moins que la température de la pluie. Alors là, à ce moment-là, la pluie peut pénétrer même des sols qui sont dépourvus de tout nutriment, même des sols qui n'ont plus de structure, même si vous n'avez que presque rien pour la couverture. Et c'est là où le projet de Gaviotas est le premier projet qui m'a enseigné que les lois de la physique sont plus importantes que les lois de la chimie, les opportunités de la biologie. Si vous souhaitez
prendre responsabilité d'un projet, il faut avant tout analyser quelles sont les conditions physiques et surtout les différences qu'on appelle le delta. Quelle est la différence entre température, la différence entre pression, la différence entre deux paramètres permet d'avoir un mouvement positif ou négatif. Et si vous ne comprenez pas ça, eh bien, il sera fort difficile d'avoir des projets de l'économie bleue parce que vous devez mettre beaucoup plus d'énergie pour atteindre votre objectif et ça veut dire que vous allez être responsable des émissions de CO2 sans le vouloir, mais vous croyez que c'est nécessaire pour y arriver. Et c'est là où on fait toujours l'erreur fondamentale de dire « Ah non, on va refaire la forêt tropicale humide, alors j'ai besoin des engrais et je vais chercher les engrais. » Non, les engrais, c'est la chimie. Avant que n'arrivent des engrais, il faut avoir la possibilité de rassurer de la percolation de l'eau qui va mettre les tout minuscules engrais qui sont déjà omniprésents, ils vont le mettre autour de les toutes petites incipientes racines de ce sapin qui va faire renaître la biodiversité. Et c'est grâce au fait que finalement, il y a cette couverture de l'ombre que on peut changer la différence entre température, pluie et terre, mais en même temps, grâce à cette ombre, on donne une protection de ces nouvelles semences à ultraviolette. Parce que ultraviolette tue. Ultraviolette va créer une sécheresse et dans ces conditions, vous n'avez pas du tout la possibilité de faire naître les petits semences qui ont été retrouvées sur cet endroit, qui se sont retrouvées sur cet endroit grâce aux excréments d'un oiseau qui est passé. Nous avons besoin de bien nous concentrer sur cette interaction. On commence avec l'ombre. L'ombre change la température, mais l'ombre permet la protection contre ultraviolette. Et ultraviolette, c'est la force de la nature de détruire tout, de désintégrer tout. Mais sous l'ombre, sous cette canopée de différents arbres, nous avons la possibilité de créer un espace au début de 10 cm. Quand l'arbre est croissante, la petite forêt se régénère, on est sur 2 mètres, sur 3 mètres. Et quand on a de nouveau la forêt tropicale humide entière, on est sur 60 mètres. C'est-à-dire on a créé ce grand volume. Imaginez-nous en termes de loi de la physique, quand vous passez de travailler sur des mètres carrés, où vous voulez régénérer la forêt, maintenant vous êtes en train de travailler plus en 2 dimensions, mais vous commencez à travailler à 3 dimensions. 3 dimensions sur 10 cm, sur 1 mètre, sur 20 mètres, sur 60 mètres, comme la forêt tropicale humide est accoutumée à se faire développer. Et dans cet énorme espace où vous avez très peu de terres fertiles, parce qu'avec la pluie, c'est toujours érosionné. L'érosionnement elle-même n'est pas un problème. Le problème, c'est que nous n'avons pas créé cet espace géométrique qui nous permet de créer une grande espace de densité de vie. Et c'est exactement ce que nous avons appris avec le projet Las Gaviotas, c'est qu'il faut travailler avant tout, il faut travailler bien entendu, les lois de la physique. Et la biologie, eh bien entendu, l'être humain a cru qu'en manipulant la génétique, ils seront les grands maîtres de tous ces développements. Mais quelle erreur dans la tête de nos chers scientifiques de prétendre qu'ils peuvent être un dieu en manipulant la génétique. Parce qu'en manipulant la génétique, vous n'avez aucun pouvoir de générer cet espace en 3 dimensions, vous n'avez aucun contrôle sur la température, sur l'humidité, vous n'avez aucun contrôle sur l'ultraviolette, et c'est dans cet espace de créativité, grâce aux lois de la physique, que vraiment la biologie et la génétique devient tertiaire, même pas secondaire, parce que une fois qu'on a bien structuré la physique, l'entourage de cette vie dans son espace physique, eh bien, c'est la chimie qui commence à jouer un rôle beaucoup plus pondérant
que la biologie. Dans la biologie, on pourrait bien entendu trouver des mécanismes, des formules pour la production, des recettes pour avoir une production claire et nette des protéines, des vitamines, de cellulose, de la chitine. Mais nous avons surtout besoin, quand vous avez réglé cet environnement que j'appelle environnement physique, eh bien il faut bien cadrer les molécules, et les molécules c'est la chimie. Il faut connaître la chimie comme deuxième force, et la biologie peut seulement se développer avec toute son envergure grâce à l'ADN qui est quand même, ce sont ces recettes qui permettent toujours produire les mêmes résultats prévisibles, mais ces recettes n'ont aucun sens si vous n'avez pas cet encadrement physique et si vous n'avez pas ces nutriments et cette capacité de faire ces structures moléculaires grâce à la chimie. Je crois que ça nous donne un encadrement très clair. Dans l'économie bleue, vous vous inspirez dans la nature, mais quand vous vous inspirez dans la nature, vous regardez avant tout physique. Et quand vous maîtrisez le conditionnement physique, eh bien, vous travaillez la chimie et après, vous travaillerez la biologie. Nous venons de voir l'importance de la physique, je l'appelle privilégier la physique. Eh bien, dans le prochain chapitre, nous allons parler de savoir ne plus être linéaire. Autre grand principe que nous inspire la nature.